Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. La 35e session de la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Le président de la République Alassane Ouattara prend part à ces assises. Les chefs d'État de gouvernement aborderont au cours de leurs travaux les questions de paix et de sécurité, la riposte contre la pandémie de Covid-19, la relance économique, le développement et l'intégration du continent africain. Le Japon a offert 124 forages d'un coût de réalisation d'1,6 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ces forages sont en cours de réalisation dans les zones rurales des régions du Poro, du Tchologo et du Tongpui. Une équipe technique du ministère de l'Hydraulique est sur le terrain pour évaluer les travaux. On en parle dans cette édition. Sport football, Coupe d'Afrique des Nations 2021, la grande finale se jouera ce soir. Les pharaons d'Égypte croisent le sceptre avec les Lions de la Teranga. Laquelle des deux équipes l'emportera? Nos envoyés spéciaux Cheikh Koné au Caire en Égypte, Serge Collé à Dakar au Sénégal nous feront vivre les échos d'avant-match. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. La grande finale du foot, c'est ce soir. Mais avant, regardons à ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire. Ici, sur ce plateau, travailler à l'autonomisation financière des femmes en les faisant passer par les chemins de la formation et du mentorat. C'est l'objectif que s'est assigné une fondation, la Fondation Cefis, créée en 2009 par Madame Sephora Kodjo, épouse Kwasi, de jeunes femmes qui sont formées au leadership. Comment se traduit cet accompagnement à l'autonomisation de façon pratique? Comment réagissent ces femmes et pour quels résultats concrets? Au finish, dans le cadre du magazine de ce dimanche, nous en parlons donc avec la présidente de cette fondation, Madame Sephora Kodjo, épouse Kwasi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Guivet. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi. Alors, cet entretien se fera dans une demi-heure, mais avant, regardons ensemble aux échos des travaux de la 35e session de la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, nous le disions à l'instant, prend part à ces assises qui se déroulent du côté d'Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État de gouvernement aborderont au cours de leurs travaux les questions de paix et de sécurité, la riposte contre la pandémie de Covid-19, la relance économique, le développement et l'intégration du continent africain. Michel Digré, envoyé spécial à Addis Abeba. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à la recherche de solutions pour faire face aux défis du continent. Le président Alassane Ouattara a fait le déplacement d'Addis Abeba pour apporter la contribution de la Côte d'Ivoire dans les débats. Avec lui, les ministres Kandia Kamara, Kobenon Kwasi Adjoumani Alcide Djedje et Kaba Nialé. Crise économique exacerbée par la Covid-19, riposte sanitaire à la pandémie, lutte contre le terrorisme, autant de challenges à relever. Et pour y arriver, le président de la Commission de l'Union africaine fait des propositions dès l'entame des assises. En ce 20e anniversaire de l'Union africaine, moment de renaissance, de remembrance, de bilan, de méditation et de projection dans le futur, j'en appelle à davantage d'inventivité et d'esprit créateur pour redonner à l'organe opérationnel de notre Union plus de possibilités d'action et d'influence sur les définir politiques de nos États, notamment lorsque ceux-ci sont en réel besoin de sollicitude. Dans cet effort de réveil de l'organisation, à travers une réflexion inventive des meilleurs modes et modèles, comment ne pas s'interroger sur nos systèmes démocratiques et de notre architecture de paix et de sécurité? Ceux-ci ont-ils pu promouvoir les fonctionnements assurant le maximum de bonne gouvernance, de combat de la corruption, du népotisme, de la gabegie, de l'exclusion? Il y a assurément ici un vaste champ d'interrogation dont il n'est plus permis de différer l'examen perspicace, courageux et innovant. Le Premier ministre éthiopien est revenu sur le thème de ce 35e sommet. Notre thème pour 2022, c'est la nutrition et la sécurité alimentaire. Lors des 2 dernières années, les problèmes de sécurité alimentaire ont été aggravés par la Covid et ont continué à affecter nos économies fragiles. Les criquets, les sécheresses, les inondations et autres catastrophes naturelles ont créé une menace à la sécurité alimentaire de nos populations. Avec 60% des terres arables du monde, pour l'Afrique, il est important que nous puissions utiliser nos atouts naturels pour optimiser notre production agricole et nourrir nos populations sans avoir besoin d'une aide extérieure.
Au nom du président Alassane Ouattara, la ministre des Affaires étrangères Kandia Camara a porté la voix de la Côte d'Ivoire à ses assises. La Côte d'Ivoire se félicite de la décision de la conférence de déclarer l'année 2022 année de la nutrition. Je voudrais remercier les États membres de notre organisation commune pour leur soutien à l'aboutissement de ce plaidoyer que nous avons conduit et saluer les efforts déjà déployés en vue d'éliminer la faim et la malnutrition sur notre continent. Mon pays est convaincu que les actions que nous mènerons ensemble dans le cadre de l'année de la nutrition nous permettront de consolider les progrès accomplis pour lutter contre les causes multiples de ces fléaux. Dans cette perspective, je sollicite la conférence pour l'endossement du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Ce sommet s'achève ce dimanche. Le président sortant, Félix Tshisekedi, a été félicité pour le travail abattu à la tête de l'organisation continentale. Le président en exercice entrant est le président du Sénégal, Macky Sall. Ici, en Côte d'Ivoire, le village de Péguékara, situé dans la sous-préfecture de Bawakara, département de Sinématiali, région du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pleure son fils, décédé le 5 février 2021 à Abidjan. Laurent Donafologo, ancien président du Conseil économique et social, a été inhumé dans la stricte intimité familiale hier samedi 5 février 2022 à Péguékara, son village natal. Le Premier ministre Patrick Achi y était avec plusieurs membres du gouvernement pour apporter réconfort à la famille éplorée. Ami Sissoko. Décédé le 5 février 2021 à l'âge de 81 ans, Laurent Donafologo, l'ex-président du Conseil économique et social, est inhumé dans la stricte intimité familiale ce jour dans son village natal Péguékara, dans le département de Sinématiali, région du Poro. Avant l'ultime séparation, une messe de requiem pour le repos de son âme a été dite par Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, archevêque du diocèse de Korogo. Nous perdons un être précieux. Son départ a bouleversé nos projets et nos plans. Il nous faudra désormais tout faire sans lui. Nous appuyons sur les textes de cette liturgie. Nous vous invitons à trouver la consolation dans la miséricorde du Seigneur, des vivants et des morts. À la tête d'une forte délégation, le Premier ministre Patrick Achi est venu une fois encore apporter réconfort et compassion du chef de l'État Alassane Ouattara et celle du gouvernement à la famille éplorée. Après les hommages de la nation du 19 mai dernier au Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est le ministre du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui, au nom du Premier ministre, a livré le message du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes animés par beaucoup de chagrin de savoir que nous allons nous séparer définitivement du président Fologo. Nous ne pouvons pas ne pas être honorés d'être là ce jour pour accompagner ce grand homme. Oui, grand il fut. Oui, il a marqué l'histoire de ce pays. Également présent aux côtés de la famille du disparu, représentants des institutions, partis politiques RHDP, PDCI, PPACI et organisations de la société civile sont tous revenus sur son parcours. J'ai eu le privilège d'entretenir des rapports très étroits avec ce grand homme. Personne n'ignore ce qu'il aura été dans la vie du PDCI-RDA et dans la vie de la nation ivoirienne. Pour ce qu'il aura été comme exemple de loyauté, d'engagement politique, de fidélité, de dévouement à la nation, je ne pouvais pas rater ce rendez-vous. On a perdu aujourd'hui ce que je peux appeler les piliers, les initiateurs du développement de la Côte d'Ivoire et de façon plus locale de notre région. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, m'envoie dire à la famille qu'il se souvient de la place que le président Laurent Donafologo a occupée auprès du président Félix Houphouët-Boigny, au même titre que lui-même,
mais au sein du PDCI pour la vie, la construction et vraiment la permanence du parti en tant que secrétaire général du PDCI-RDA. Né le 12 décembre 1939, Laurent Donafologo a occupé plusieurs fonctions dans l'administration ivoirienne, notamment celle de ministre de la Communication, de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny. Journaliste, rédacteur en chef et directeur général du quotidien Fraternité Matin. Et on reste sur place dans la région du Poro, 124 forages d'un coût de réalisation d'1,6 milliard de francs CFA ont été offerts par le Japon à la Côte d'Ivoire. Des forages qui sont en cours de réalisation dans les zones rurales des régions du Poro, du Tchologo et du Tonkui. Les bénéficiaires, donc, sur les 124 pompes à motricité humaine, 44 ont déjà été livrées dans le Poro et le Tchologo. Une équipe technique du ministère de l'Hydraulique est sur le terrain pour évaluer les travaux. À Mississauga. Frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cet affluent du fleuve Comoé, pas toujours potable, était la seule source d'approvisionnement en eau pour les populations de la localité de Bakombi. Mariam et ses amis n'avaient pas le choix. Le village désormais doté d'une pompe à motricité humaine, ces femmes laissent éclater leur joie. L'appel que nous lançons vraiment à nos autorités, en plus de leur dire merci pour l'eau, nous leur demandons de penser à nous pour qu'on puisse avoir notre centre de santé, pour qu'on puisse avoir notre maternité, de sorte que les femmes puissent avoir la vie sauve en donnant la vie. Comme les femmes de Bakombi, ce sont les populations des 19 autres villages du Tchologo et de 24 du Poro qui ont témoigné leur gratitude au gouvernement. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du projet de construction de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine en faveur des populations rurales du Poro, du Tchologo et du Tonkui, un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire, financé à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA. Depuis que ça a commencé, nous n'avons pas sorti de l'argent. Tout est cadeau. Nous-mêmes, naturellement, là, on sait qu'on est content, on sait que le gouvernement il est content de nous. Il veut nous. Pour s'assurer de la bonne réalisation des travaux, du bon fonctionnement de ces pompes et d'une meilleure qualité de l'eau avant leur mise en service, une délégation du ministère de l'Hydraulique est sur le terrain pour une évaluation des travaux des entreprises ICA dans le Tchologo et de Forassi dans le Poro. Ce projet du don japonais, c'était pour résoudre des problèmes d'urgence. Concernant la réduction de la pénibilité, le ministère est en train de travailler là-dessus. Il y a déjà un projet pilote qui est en cours, qu'on appelle le projet 1000 pompes hybrides, qui permettra de pouvoir combiner le système manuel et le système solaire. Elles n'auront plus à utiliser le système manuel, elles vont prendre l'eau directement, comme au robinet. Taux de réalisation des travaux de ces 124 forages, 40%. Délai d'achèvement, avril 2022. Voilà la joie des populations qui est palpable. Le Conseil du coton de l'Anacarde veut faire de la noix de cajou Made in Côte d'Ivoire un label à travers la qualité de la production. Dans la région du Béret, les producteurs membres de la Société coopérative des producteurs de noix de cajou de Korodougou font de la qualité de l'Anacarde une priorité durant cette campagne de commercialisation. Ils se sont engagés à produire de la noix de cajou de qualité afin de revaloriser le prix marchand de 305 francs CFA fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Reportage de Soro Corona. Passer le cap des 5000 tonnes de noix de cajou produites au cours de cette campagne de commercialisation et surtout mettre un accent particulier sur la qualité de la production. Telles sont les deux décisions majeures de la 10e Assemblée générale ordinaire de la CPNK, Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou, région du Béret. Première société coopérative de la filière Anacarde de l'année 2021. Notre société coopérative a évolué avec ses producteurs, a fait des succès, a fait beaucoup des actions sociales dans les 10 ans. Ça nous a amené à être la première société coopérative de producteurs de noix de cajou sur le plan national. Depuis 3 ans, la région du Béret est la première zone de production de la noix de cajou en Côte d'Ivoire avec 160 000 tonnes. Si la quantité est un acquis, la qualité de la noix de cajou du Béret demeure un défi à relever. Le Béret, c'est 17% de la production nationale. En termes de production, nous avons fait beaucoup d'efforts. Il reste encore des efforts à faire au niveau de la qualité. Nous avons entamé des séances de sensibilisation à travers nos villages, montrer les bonnes pratiques agricoles à adopter. Et cette année, je pense que nous allons poursuivre cela. Notre slogan aussi, c'est de la qualité. Parce que la qualité a un coût, certes,
mais elle aussi, elle a un prix. Quand vous avez des produits de bonne qualité, vous pouvez avoir des bons prix avec vos partenaires. La société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou se veut aussi une structure citoyenne à travers ses actions sociales, notamment la construction des salles de classe, la réhabilitation d'écoles, le soutien aux populations vulnérables et aux forces de défense et de sécurité. Créée en 2010, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou compte aujourd'hui plus de 500 producteurs. Un reportage signé Soro Corona à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi à 5 février 2022 61 nouveaux cas de Covid-19 sur 1951 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs, 91 guéris et 0 décès. À la date donc du 5 février 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 80 901 cas confirmés, dont 78 526 personnes guéries, 786 décès et 1589 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 367 281. Le 4 février, 100 168 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 8 272 359 doses. Du 1er mars 2021 au 4 février 2022, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination, rappelant que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Autre chose à présent, donner la chance aux enfants formés dans les établissements confessionnels musulmans d'avoir les mêmes chances de réussite que ceux formés dans le système éducatif formel. C'est l'objectif de l'intégration de ces établissements dans le système d'enseignement national. La ministre Mariétou Koné a invité les fondateurs de ces écoles à former les enfants selon les principes conformes au système formel. 547 établissements confessionnels musulmans ont reçu leur certificat d'admissibilité. Des mains de la ministre Didier Nguessan. 547 établissements confessionnels musulmans, communément appelés écoles coraniques, sont désormais éligibles au système éducatif national. Les fondateurs reçoivent leur certificat d'admissibilité des mains de Mariétou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de même que le programme et l'emploi du temps harmonisé du CP1 au CM2. Depuis 2011, on a commencé cette campagne puis aujourd'hui, on est en train d'avancer. Vraiment, moi, je suis très content. En 2021, 331 établissements confessionnels musulmans ont reçu leur agrément et bénéficié de subventions. Une évaluation de base a été réalisée dans plus de 3000 structures islamiques d'éducation. Notre objectif était de créer les conditions pour que les enfants de ces structures bénéficient du socle commun de compétences dans le curriculum officiel, tout en gardant une éducation islamique conformément à la demande de leurs parents. Ces nouveaux adhérents devront se soumettre aux conditions d'ouverture d'un établissement privé auprès de la direction de l'encadrement des établissements privés. Mariétou Koné les a invités à former les enfants en se conformant aux règles en vigueur. Les politiques, les acteurs de l'éducation nationale, les membres de la communauté musulmane et les partenaires techniques et financiers se sont fermement engagés à offrir une éducation complète aux milliers d'enfants qui fréquentent les structures islamiques d'éducation. Pour assurer à notre système éducatif sa mission régalienne visant à assurer une éducation inclusive et équitable à toutes et à tous. L'intégration de ces établissements dans le système éducatif formel permettra à 327 000 enfants de passer l'examen du CEP. L'ambassadeur de l'État de la Palestine en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdel Karim Hewaïda, a rendu visite au président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. La consolidation, la préservation de la paix, l'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré en Afrique et dans le monde sont les sujets abordés au cours de leurs échanges, d'autant que les bonnes relations d'amitié et de coopération entre notre pays, la Côte d'Ivoire et l'État palestinien ont aussi été abordées. Connu par Gassoro Demadongi. L'ambassadeur de la Palestine en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdallah Karim Hewaïda, chez le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Au centre de leurs échanges, la consolidation et la préservation de la paix, mais aussi
l'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré. La Palestine est prête à accompagner Samahat el-Cheikh et le Conseil de grands imams de Côte d'Ivoire dans leur chemin pour former les imams, pour essayer d'éradiquer le fanatisme. On vit tous dans le même terrain. Ce n'est pas bien de faire quelque chose mal au nom de l'islam. Cheikh Aïma Ousmane Diakité a tenu à traduire toute la gratitude de la communauté musulmane aux diplomates palestiniens avant de le rassurer quant à la promotion d'un islam du juste milieu en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Nous prions Dieu pour que Dieu aide tous les musulmans à résoudre leurs difficultés et à vivre mieux dans leur environnement, dans la paix. Nous remercions M. l'ambassadeur de Palestine en Côte d'Ivoire. Nous avons été très honorés et nous avons appris beaucoup parce que Palestine, c'est un pays de savants, c'est un pays d'hommes pieux, de grands connaisseurs de l'islam. Les relations excellentes de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'État palestinien ont été également abordées au cours de cette rencontre. À l'issue des échanges, l'ambassadeur de la Palestine et le président du COSIM ont invité la communauté musulmane dans son ensemble à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la solidarité, la fraternité, l'amour et le vivre ensemble. Dans la commune de Yopougon, à la place CPA, on a prié pour la paix en Côte d'Ivoire au cours d'une veillée de prière organisée par les évêques des églises évangéliques et protestantes, des prières qui ont eu lieu au terme de 21 jours de jeûne et de prière. Cérémonie de prière organisée par l'évêque général Jean Kinanpé Fankone en présence du représentant du président de la République. C'est ce que nous dit Patricia Omouetia. De nombreux chrétiens évangéliques ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire ce week-end à la place CP1 de Yopougon. Une mobilisation qui marque la volonté et le désir d'œuvrer pour une paix durable. Tous de jeunes vertus pour exprimer la joie et la vie, ces chrétiens se sont réunis ici dans la prière au thème de 21 jours de jeûne en faveur de la paix autour du thème « La Côte d'Ivoire ne tombera pas ». L'évêque Jonathan Ba et l'archevêque Guy Vincent Kodia se sont tour à tour succédés sur le podium pour prier. Chants, bénédictions, témoignages et exhortations ont meublé cette célébration pour la paix et la cohésion sociale. Nous sommes là pour soutenir l'évêque général et en même temps prier pour le pays, prier pour les autorités, le président, son gouvernement, dire que nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire et que la réconciliation soit effective. Prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour le président de la République, prier pour tous les Ivoiriens, faire en sorte que les Ivoiriens connaissent le bonheur. C'est exactement ce que le président souhaite. Et c'est la raison pour laquelle je leur ai transmis le message de remerciement du président Alassane Ouattara. Et leur dire qu'en réalité, ils sont de vrais fondements de cette République que nous sommes en train de bâtir. L'évêque général Jean Kinanpé Fankone, président fondateur des églises Mission Glorieuse Christ en Action, a expliqué que d'un point de vue spirituel, le jaune évoque la joie, la positivité, la chaleur humaine ou encore le lien social qui nous unit. Jean Kinanpé Fankone a continué d'exhorter les chrétiens évangéliques à dire non à la haine et à la violence et à prier davantage pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Et place au sport à présent, l'apothéose de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. C'est pour ce soir avec la grande finale. Regardons ensemble aux derniers échos de cette compétition qui s'achève ce soir. Sénégal-Égypte, ce sera donc la grande affiche de ce soir. Et sur l'issue de cette finale, l'optimisme règne en maître en Égypte, au pays des pharaons. La seule actualité qui cristallise les débats est sans surprise la finale de ce soir, qui va donc opposer les pharaons d'Égypte aux lions de la Teranga du Sénégal. Au Caire, où se trouve notre reporter Cheikh Koné, les Égyptiens se livrent au jeu des pronostics. Plus que quelques heures pour connaître le champion de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Égyptiens, dans leur grande majorité, croient dur comme fer décrocher cette 8e étoile face aux Lions de la Teranga. Ici au marché d'Ataba, dans le centre-ville du Caire, les supporters sont confiants. Si Dieu le veut, nous allons gagner le Sénégal 3-1. Nous allons gagner le Sénégal 3-1. Mohamed Salah seul va
honoré les Égyptiens en Afrique comme il les a honorés hors de l'Afrique. Nous allons remporter la coupe. Nous allons remporter la coupe pour la 8e fois. Inch'Allah, nous allons prendre la coupe d'Afrique des Nations pour la 8e fois. Nous aimons beaucoup la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, mon frère Balad qui est à côté salue les Ivoiriens à distance. Nous allons gagner le Sénégal 2-0. Nous allons gagner 3-1. En 12 confrontations entre ces deux finalistes, les Pharaons enregistrent 6 victoires contre 4 pour le Sénégal. Une ascendance psychologique qui sera confirmée ou pas ce dimanche au stade d'Olembe. En attendant, au Caire, l'après-victoire se prépare. Le Nil, berceau de la civilisation égyptienne et l'un des plus grands fleuves au monde, est déjà paré aux couleurs nationales avec un défilé de navettes très tôt ce dimanche matin. Voilà des images donc, qui nous ont été donc, envoyées par notre envoyé spécial au Caire, Cheikh Koné, du côté de Dakar au Sénégal. On se prépare également à vivre cet événement. On attend de pied ferme cette Coupe d'Afrique. Nous avons également un envoyé spécial à Dakar, Serge Koléa, qui certainement pourra nous faire le retour de ces échos dans nos prochaines éditions jusqu'à la fin de cette édition. S'il faut également savoir, c'est que hier, la petite finale s'est jouée entre le Cameroun et le Burkina Faso. Le Cameroun qui a réussi à prendre le dessus sur les étalons du Burkina Faso. Rencontre à suivre, le résumé de cette rencontre avec Arsène Kouassi. Déchu des demi-finales, le Burkina Faso et le Cameroun se retrouvent à nouveau pour le match de classement. Une rencontre apparemment pour l'honneur, mais qui sonne comme une revanche pour les étalons, battus 2-1 lors du match d'ouverture. Motivés par leur public, les Lions indomptables s'offrent les meilleures opportunités d'entrée. Mais ce sont les étalons qui ouvrent le score grâce à Steve Yago. Les joueurs venus du pays des hommes intègres accentuent la pression. Sur une chevauchée d'Issa Kaboré, André Onana marque contre son camp. 2-0 à la pause. Djibril Ouattara profite d'un beau service de Bertrand Traoré pour alourdir le score. Mené, le Cameroun ne se décourage pas. Stéphane Baokeng entretient le sursaut d'orgueil des Lions indomptables avec la réduction du score. Vincent Aboubakar s'illustre par 2 fois et permet au Cameroun de revenir à hauteur du Burkina Faso. 3 buts partout. Finalement, c'est au tir au but que le dénouement du match arrive. Les Lions indomptables, plus adroits, l'emportent 5-3. Le Cameroun se fait peur, mais se console avec la médaille de bronze. Et cette 3e place, elle est pour le Cameroun. Voilà, victoire donc des Lions indomptables du Cameroun face aux étalons du Burkina Faso. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans l'actualité internationale, la reine Elisabeth II célèbre ce dimanche ses 70 ans de règne. Dans un message écrit à l'occasion de son jubilé de platine, cap qu'aucun monarque britannique n'avait jamais atteint avant elle, la reine de 95 ans a fait part de son souhait sincère que l'épouse du prince Charles, Camilla, devienne reine consort quand son fils deviendra roi. Le terme de consort s'applique à l'époux, à l'épouse d'un monarque régnant. Selon un porte-parole, le prince Charles et son épouse Camilla se sont dit touchés et honorés par les mots de la reine. Loin des échos de la monarchie britannique, ici en Côte d'Ivoire, ce 13h, nous parlons à présent de la question de l'autonomisation des femmes et nous recevons dans ce cadre notre invitée qui nous a rejoint ici donc sur ce plateau, Madame Sephora Kodjo, épouse Kouassi. Vous êtes la présidente de la fondation CEFIS. Votre fondation, via un programme, veut justement aider les femmes à devenir autonomes financièrement. Alors, comment vous est venue l'idée de mettre sur pied un tel programme ? Merci, M. Guivet. Je crois qu'en prélude, vous disiez que depuis 2009, nous travaillons justement principalement sur toutes les questions liées au leadership des femmes, à la participation, mais aussi à la protection des femmes. Et il nous est apparu évident que la question de l'autonomisation, finalement, à la fin de la journée, c'est le centre. Parce que si les femmes sont économiquement stables, elles peuvent garantir leur éducation, celle de leurs enfants, elles peuvent développer leur activité économique et donc être plus visibles, faire partie des processus décisionnaires, etc. Donc la question de l'économie aujourd'hui dans nos pays, dans les pays africains, mais l'économie personnelle d'abord de la femme, en disant que je suis à l'abri, je suis en sécurité parce que j'ai mon revenu, parce que je gagne bien ma vie. C'est une question qui permet de résoudre donc, tous les défis qui sont liés au genre. Ensuite, nous avons vu que dans la chaîne de tous les métiers, les femmes sont au cœur. Ce sont les ouvrières, mais elles ne sont pas suffisamment représentées. Et le dernier point, c'est surtout que dans notre économie, nous voyons qu'on a des entreprises ou des petites activités qui sont dirigées par des femmes. 1 an, 2 ans, 3 ans, l'activité n'a pas forcément évolué à un niveau moyen, alors qu'on peut avoir des femmes qui se positionnent dans le secteur privé comme des élites parce qu'elles ont des activités à fort potentiel de croissance.
Donc, nous avons mis en place des programmes qui leur permettent de pouvoir renforcer la performance de leur entreprise, d'être beaucoup plus visibles et d'agrandir leur chiffre d'affaires. Alors, ce programme, en quoi consiste-t-il concrètement ? Alors, c'est un programme d'accompagnement et d'accélération des femmes avec nos partenaires donc, de la coopération allemande à travers donc, la GIZ et le programme Invest for Jobs. Nous mettons en œuvre ce programme, nous cherchons des femmes, des pépites de la Côte d'Ivoire qui font des activités à fort potentiel de croissance, mais qui ont besoin de support technique, qui ont besoin de comprendre l'écosystème des affaires, qui ont besoin de se positionner stratégiquement. Nous sélectionnons ces femmes et nous travaillons avec elles déjà le côté de la vision de leur activité. Parce que vous savez que quand on a grandi dans un environnement où on n'a pas vu suffisamment de femmes être valorisées, où nous-mêmes on n'a pas été suffisamment valorisées comme femmes, ça peut être un frein à notre activité. Donc il y a tout cet aspect vision et leadership. Et ensuite, on travaille le côté opérationnel de leur activité, donc ce qui va être lié au packaging, à la force de vente, à la compétitivité, à la conquête de nouveaux marchés, etc. Donc ces femmes-là, nous sélectionnons environ 72 PME par an, avec lesquels nous travaillons et que nous accélérons. Et votre cible est uniquement féminine, n'est-ce pas? Pourquoi? Il y a aussi des hommes qui, on va le dire, ont envie de se lancer dans des activités et qui manquent d'encadrement. Pourquoi avoir choisi uniquement de vous intéresser aux femmes? D'accord, très bien. Il n'y a pas que les femmes qui sont intéressées par ce projet. Mais on va dire que les hommes ont suffisamment d'avance, on essaie d'équilibrer. D'accord, donc c'est pour un besoin d'équilibre. D'accord, c'est ça. D'accord. Alors, ce contact avec les femmes, comment est-ce qu'il est créé? Ce sont elles qui viennent à vous ou c'est vous qui allez vers elles? Ce sont les femmes qui viennent à nous, mais on les recherche. Nous lançons l'appel à candidature via nos réseaux sociaux. Nous travaillons aussi en lien avec les ministères, notamment le ministère de la Femme, qui est un très grand appui pour nous. On travaille aussi avec le ministère de la Jeunesse à travers l'Agence Emploi Jeunes, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le ministère des PME, qui nous aident à faire la propagande de notre activité, à pouvoir promouvoir le lien. Et les femmes qui sont intéressées candidates, elles vont justifier la nécessité de les sélectionner à partir de leur activité. Donc nous avons des questions que les experts vont analyser et elles vont montrer qu'il y a un intérêt à les accompagner parce que derrière, nous avons aussi des indicateurs que nous voulons pouvoir atteindre, notamment la création de ressources, aussi la création d'emplois. Donc nous recherchons des femmes qui, une fois qu'elles vont bénéficier de la formation, nous avons la ferme assurance qu'elles pourront être des solutions pour elles et pour d'autres femmes. Alors parlons justement de prise de contact avec des femmes. Selon les petites recherches que nous avons pu également initier avant cet entretien, nous avons eu vent de ce que pour pouvoir entrer en contact avec vous, il faut remplir un formulaire, n'est-ce pas? Oui. Alors est-ce que cela ne pourrait pas constituer une sorte de frein quand on sait que la majeure partie des femmes qui évoluent dans le secteur informel sont en majeure partie analphabètes? C'est une excellente question parce que, voyez-vous, chaque programme a une cible, tous les programmes de la Fondation CEFIS. À titre personnel, avec la Fondation, nous avons travaillé dans les milieux reculés. On a été à Mans, personnellement, j'ai été à Daloa, j'ai été à Tiasalé, à Yamoussoukro, à Bouaké, à Bengourou, à Grand Bassam. Vous avez sillonné la Côte d'Ivoire, on va dire. Mais pour travailler avec les femmes qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, parce qu'elles aussi, elles ont besoin d'une attention particulière. On a même été sur des radios locales où on a eu des personnes qui traduisaient ce que nous disions en langue locale pour que les femmes puissent percevoir notre message. Néanmoins, en ce qui concerne le programme d'accélération des femmes entrepreneurs, il est très spécifique parce qu'on se donne un temps réduit pour avoir un résultat important. Donc, il y a des prédispositions que ces femmes doivent avoir, des prédispositions académiques surtout, pour pouvoir absorber le flux d'informations. J'ai une femme de mon programme qui me disait, moi j'ai étudié à l'INP, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est la première fois que je vais à l'école parce que c'est tellement intense. On a des formateurs de qualité et donc il faut pour ces femmes avoir un minimum de prédisposition. Et une fois qu'on a été sélectionné, comment est-ce que les choses évoluent en termes d'étapes? Alors, une fois sélectionnés, nous mettons à leur disposition, à travers justement l'appui de Invest for Jobs, tout ce qui va être ressources donc pour l'hébergement, pour la restauration. Donc, pendant 3 semaines, principalement, leur formation, c'est plus d'1 mois et demi. Mais pendant 3 semaines, on les met un peu en retrait de tout, de la famille, de l'activité même, et on travaille avec elles. Elles ont des professeurs de qualité qui vont venir parler avec elles de la force de vente, du packaging, etc. Par exemple, j'ai une de mes bénéficiaires, quand elle arrivait dans le programme, son produit ressemblait à une bouteille normale, peu conforme, en plastique, où elle mettait sa boisson et elle commercialise. Et finalement, à la fin du programme, et c'est ce qui est d'abord flagrant à la fin de tous nos programmes, c'est que déjà le packaging de toutes nos bénéficiaires change, parce qu'elles comprennent les questions et les exigences du marché. Et cette femme, finalement, avec l'appui de la coopération allemande, elle a pu bénéficier de la visite d'un guichet allemand qui est venu en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui travaille avec elle à l'exportation de ses produits. Vous voyez, donc c'est des histoires concrètes comme ça que nous créons
à l'intérieur de nos programmes. J'ai une de mes bénéficiaires que nous avons accompagnée dans la foire récente à Durban, qui a présenté, exposé ses produits. À son retour, elle m'a dit, Madame Kodjo, j'ai rencontré des gens qui souhaiteraient que je puisse distribuer dans un réseau européen mes produits. Et nous avons facilité pour cette dame l'acquisition d'un fonds, d'un prêt de plus de 25 millions de francs CFA pour agrandir son unité de production. Et elle déclare même aujourd'hui du personnel, notamment des femmes, à la CNPS. Ce sont des choses concrètes que nous faisons à travers notre programme. D'accord. Alors, nous avons notre reporter qui s'appelle Jean-Marc Tchadji, qui s'est penché sur cet accompagnement qui est fait aux femmes en vue de les rendre autonomes, suivant ensemble son élément. En Côte d'Ivoire, ce sont plus d'1 million de femmes vulnérables qui bénéficient à ce jour de programmes d'appui financier. Ces projets passent par l'accès aux services de la santé reproductive, de l'alphabétisation, des compétences de vie et de leadership. Estimées à plus de 20 milliards de francs CFA, ces orientations visent à prendre en charge ces couches défavorisées. Mais cette autonomisation nécessite un encadrement pour les spécialistes, d'où le mentorat. Le mentor, ce bénévole, partage ses expériences et accompagne ces femmes dans leur prise de décision. Plus d'une centaine de mentors sont formés chaque année grâce à l'intervention de l'État de Côte d'Ivoire, de la Banque mondiale et des ONG. Ces initiatives à l'endroit de ces femmes contribuent à améliorer les indicateurs de pauvreté. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est passé de 46,3% en 2015 à 39,4% en 2020. Alors, on vient de le voir dans cet élément de Jean-Marc Tchadji, des femmes qui sont accompagnées dans cette quête de l'autonomisation financière par le mentorat. Ça vous dit quelque chose? Ça vous inspire? Oui, bien sûr, parce que nous travaillons avec beaucoup de mentors. Ce sont pour nous des experts. Nous trouvons des accointances avec nos bénéficiaires, notamment dans les secteurs d'activité, pour que, vous savez, le mentor est quelqu'un qui te permet de gagner du temps. Pourquoi? Parce que le mentor a déjà coché certaines cases, a déjà fait certaines erreurs. Donc, le mentor peut stratégiquement t'orienter. Et ça te permet, en tant que jeune entrepreneur ou entrepreneur en train de grandir, de pouvoir éviter certaines erreurs. Et donc, chacune de nos bénéficiaires est accompagnée par un mentor qui, dans son quotidien, peut être une référence pour elle. Si on est dans le même secteur d'activité, c'est beaucoup plus avantageux, mais sinon, il y a des mentors qui peuvent intervenir dans la gestion même du projet pour te permettre de mieux peaufiner ton activité dans le montage financier pour pouvoir avoir accès, par exemple, aux fonds financiers que nous mettons aujourd'hui à disposition des femmes. Alors, cette formation, comment est-ce qu'elle se passe? Ces femmes, elles sont regroupées dans une cellule, elles sont suivies psychologiquement, elles sont préparées à ce qui va certainement arriver. Quel est le processus, en fait? Alors, les femmes sont sélectionnées. Elles sont mises à part, en retrait, pendant une période où elles étudient. Elles travaillent sur la force de vente, le packaging, comme je disais tantôt, la conquête de nouveaux marchés, etc. Et elles ont aussi des mentors qui passent les voir. Mais chacune a son mentor qui lui permet d'être une référence. On leur apprend à faire de la levée de fonds, à pitcher les projets, à pouvoir valoriser leur activité, à pouvoir créer des opportunités. Mais aussi, on a un format très stratégique dans notre programme. Et pour revenir sur la question des femmes en milieu rural, c'est qu'on travaille aussi beaucoup la chaîne de la solidarité. Parce que pour nous, avec les partenaires, ce que nous faisons pour ces femmes, on aimerait qu'à travers une femme, on touche de façon indirecte 2 ou 3 ou 4 femmes. Donc, on leur fait comprendre. Moi, je le dis, mesdames, on est nombreuses. Avec les ressources que j'ai, le programme que j'ai, je ne peux pas faire pour toutes les femmes. On est nombreuses. Donc, quand je fais pour vous, quand les partenaires, la coopération allemande investit dans la formation pour vous faire avancer, c'est à vous de créer de l'emploi et de l'emploi pour les femmes. C'est à vous de pouvoir améliorer les conditions de travail des femmes qui sont avec vous. Parce que vous travaillez avec des femmes qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, des femmes qui sont au milieu rural. Donc, c'est cette chaîne de solidarité que nous créons, de sorte à ce que de façon directe ou indirecte, on ait un impact. Alors, parlons à présent de l'accompagnement financier. Ces femmes, vous les financez sans aucune crainte, sans rien demander en retour, c'est cela? Alors, vous savez, nous avons signé en Côte d'Ivoire une convention avec une institution financière qui nous met à disposition un fonds de 1 milliard de francs CFA par an. Ce fonds est destiné aux femmes entrepreneurs de nos programmes. Mais comment accéder au fonds, c'est la question que vous me posez. Nous, on ne leur demande pas de terrain, on ne leur demande pas de véhicules, ce genre de garantie, non. Que leur demandez-vous alors? On leur demande un montage financier qui est structuré,
Et c'est ce que la Fondation CEFIS aujourd'hui garantit. Vous savez, beaucoup de financements en direction des femmes ont été très, très challengés. Pourquoi? Parce que même quand il y a la garantie, la banque, c'est l'interface de devant. La banque n'a pas intérêt à être protégée forcément par derrière, mais en face. Ça veut dire qu'il faut renforcer suffisamment le montage financier et surtout le bénéficiaire qui vient faire la demande de prêt. Vous voyez, et c'est ce travail que nous faisons avec les femmes. On les accompagne étape par étape pour qu'elles aient d'abord une traçabilité. Parce que même si la banque nous fait confiance à nous, il faut qu'on envoie des projets qui peuvent être financés. On va dire, je fais de l'argent, je fais 500 000 par mois, 1 million par mois, mais comment est-ce que la banque le sait si l'on n'épargne pas de l'argent, s'il n'y a pas de mouvement de flux financier? Donc en fonction de la demande qui peut être de la liquidation, du stock, de l'immobilisation ou des bons de commande, ça dépend de la demande. On fait la pratique du crédit, on instruit le dossier auprès de la banque, mais nous, on accompagne vraiment les femmes à ce que la banque puisse rapidement leur faire confiance et libérer les fonds. Et je parlais tantôt de notre bénéficiaire qui aujourd'hui est rentré aisément en possession de ces fonds. D'accord, alors permettez-moi d'insister sur cette question. Qui peut bénéficier de cette formation? Est-ce que la jeune fille, je veux dire la jeune dame qui vend son attiéké et son poisson dans le quartier, qui est en train de mettre sur pied sa petite affaire, peut entrer en contact avec vous si elle dispose bien sûr d'une certaine référence dans le milieu bancaire? Est-ce qu'elle peut entrer en contact avec vous pour bénéficier de ce fonds? Est-ce qu'il est ouvert? Ce fonds se limite à toutes les femmes bénéficiaires de nos programmes. Aujourd'hui, la banque est dans une position une formation contre un prêt bancaire, vous voyez, parce que à la fin de la journée, il faut que le receveur des fonds soit préparé et outillé à absorber même les fonds. Et les notions de budgétisation, parce que parfois on dit à la banque, j'ai besoin de 15 millions, je vais acheter une machine en Chine, et puis dans le budget, il n'y a pas les questions de dédouanement. Donc la question même du montage financier, de la budgétisation, tout ça fait partie de la formation. Et c'est cette formation qui rassure le banquier de dire, la dame qui me demande les fonds est suffisamment outillée. D'accord. Et donc va pouvoir les... Est-ce que vous aidez ces femmes à formaliser leur entreprise en quelques minutes, Mais oui, bien sûr, c'est tout l'essentiel de notre travail parce qu'en Côte d'Ivoire, plus de 80% des entreprises évoluent dans l'informel. Et est-ce que vous les préparez également à se relever en cas d'échec? Parce que ça peut arriver en cours de route. C'est l'essence du leadership. Parce que vous savez, ces femmes ont déjà échoué pour la plupart. Mais on leur apprend que l'échec fait partie de la réussite. Et aujourd'hui, c'est tout ce travail que nous les aidons à consolider, surtout leur mental, pour qu'elles puissent pousser davantage pour elles et aussi pour leur activité. Et à ce jour, combien de femmes ont bénéficié de ce programme? Sur le programme d'accélération, nous sommes à plus de 156 jeunes femmes et à plus de 100 PME, donc activités génératrices de revenus aussi. Et après cette formation, à quoi doivent s'attendre ces femmes? Je dirais à quoi nous, on doit s'attendre. Parce que quand vous bénéficiez de formations gratuitement, quand vous bénéficiez de formateurs de qualité, quand vous bénéficiez d'un coaching, de mentors, etc., vous ne pouvez plus vous attendre. Vous devez maintenant donner. Donc, à quoi nous, on s'attend? Ce sont des femmes qui sont beaucoup plus performantes. Merci, Madame Sefoura Kodjo, pour toutes ces précisions que vous avez apportées concernant, bien sûr, ce programme qui permet aux femmes de travailler, de devenir autonomes financièrement. On vous retrouvera certainement dans d'autres occasions. Alors, direction à présent Dakar, où le peuple sénégalais attend avec insistance cette victoire tant recherchée à la Coupe d'Afrique des Nations. On retrouve notre reporter Serge Coléa, envoyé spécial de RTI 1. Dakar rêve de victoire, même si la capitale sénégalaise, en ce petit matin du dimanche 6 février 2022, connaît une ambiance timide. Un état d'esprit de prudence, pourrait-on dire. 2-0 c'est bon, 1-0 c'est bon, mais l'essentiel de la Coupe il est venu. Inch'Allah. On veut vraiment remporter cette coupe, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas remporté une coupe. À l'image de tout le peuple sénégalais, les Dakarois croisent les doigts en attendant cette troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations. On retient son souffle, mais on espère que cette fois sera la bonne. On va gagner aujourd'hui. 2-1. Un pays, une nation, un drapeau. Ces jeunes l'ont si bien compris, eux qui ont décidé de décorer leur quartier aux couleurs nationales. Dans tous les quartiers de Dakar, voire même du Sénégal, nous le faisons pour motiver nos lions. Nous avons rendez-vous avec l'histoire du football africain. Nous sommes la meilleure équipe d'Afrique et nous devons le démontrer en remportant notre premier titre continental. Parce que nous avons le meilleur gardien au monde aujourd'hui qui est Edouard Mendy, l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde qui est Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye.
Idrissa Gana Gueye qui est parmi les meilleurs milieux de terrain au championnat de France. Et nous avons Sadio Mané qui pour nous est le meilleur joueur d'Afrique. Allez les Lions, c'est le message que chaque Sénégalais traduit à sa manière. Demba Cameroun, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Aliou Cissé, sunu joueur yëpp ñu ñibbi si file indi coupe bi Sénégal. Macky Sall sunu président sagal nga ñu sigil nga ñu yal na Lions yi dem ba Cameroun indil ñu ndam lile dóor Égypte 3-0 3 la ñuy dóor incha allahu rabi. Encore quelques heures avant la grand-messe, les fan zones de la capitale sénégalaise se préparent déjà à accueillir les supporters des Gaïndé, les Lions de la Teranga. Et merci à vous Serge Coléa pour ces échos d'avant-match. On imagine bien l'ambiance qui prévaut en ce moment du côté de la place de l'Obélisque à Dakar. Rappelons que cette finale qui opposera le Sénégal à l'Égypte aura lieu sur le coup de 19h. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevions dans le cadre du magazine de ce dimanche 6 février 2022 la présidente de la fondation CEFIS, Madame Sifora Kodjo, épouse Kouassi, une fondation qui travaille à l'autonomisation financière des femmes en les faisant passer par les chemins de la formation et du mentorat. Au terme de ces échanges, nous espérons que vous avez été instruits sur le sujet. Agréable fin d'après-midi. Je vous retrouve dans quelques semaines. Dieu garde la Côte d'Ivoire.